du chef de l'État. Et vous nous direz comment faut-il s'y prendre avec Vladimir Poutine, que vous avez connu quand il annexait la Crimée. Nous parlerons aussi des retraites et du triste spectacle de l'Assemblée nationale, et puis du nucléaire et de vos choix de l'époque pour réduire la part de l'atome pour notre électricité. Ce grand jury est en direct. Vous pouvez poser toutes vos questions à François Hollande. Ça se passe sur les réseaux sociaux avec le hashtag Le Grand Jury. Pour nous interpeller, donc, vous prenez ce hashtag Le Grand Jury. C'est Marie-Pierre Haddad de la rédaction de RTL qui scrute les réactions et vos questions et nous alerte avec ce signal. Pour vous interroger à mes côtés, Bastien Auger de TF1 LCI. Bonjour Bastien et bienvenue. Merci. Et Marion Mourgue du Figaro. Bonjour Marion. Et c'est Marion Mourgue qui vous pose la toute première question de ce grand jury. Depuis quelques jours, les mots d'Emmanuel Macron ont changé pour parler de l'Ukraine. Il dit désormais dans un entretien accordé au Figaro qu'il veut la défaite de la Russie en Ukraine, mais sans l'écraser. Est-ce que vous trouvez que le président français prend encore trop de précautions pour parler de l'Ukraine et de la Russie ? Nous sommes donc un an après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et la question qui est forcément posée et qui préoccupe tous ceux qui nous écoutent, c'est combien de temps ce conflit va durer, avec quel risque d'escalade et d'embrasement du monde entier. Donc dire que nous souhaitons la défaite de la Russie est à l'évidence le mot qu'il faut utiliser, défaite. C'est-à-dire il convient que la Russie se retire des territoires ukrainiens qu'elle occupe depuis son opération militaire, qu'elle occupait aussi par les séparatistes ukrainiens il y a maintenant plus de 8 ans. Ensuite, ne pas vouloir écraser la Russie, mais si c'est, je crois, sans doute l'interprétation qu'a Emmanuel Macron, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'aller sur le territoire russe, d'aller frapper la Russie en tant que telle, convient de la repousser et de lui faire entendre raison et pour l'emmener vers la négociation. Et tout ça suppose un rapport de force militaire. Et donc la conclusion, c'est que nous devons, l'Europe, les États-Unis, aider massivement les Ukrainiens, effectivement, à créer un rapport de force, à vaincre la Russie et à s'arrêter là, parce que ce serait finalement l'objectif qui serait atteint. Et sur cette tactique précisément, croyez-vous, comme Volodymyr Zelensky, qu'Emmanuel Macron a changé ? Oui, je pense que dans les mots de Zelensky, il y avait une part de reproche. Ce qui avait pu être dit sur ne pas humilier la Russie ou avoir avec Poutine quelques dialogues qui pouvaient à un moment paraître utiles. Je pense que Zelensky voulait montrer que ce temps-là était terminé, que maintenant Emmanuel Macron, la France donc, l'Allemagne était entièrement dévouée pour aider l'Ukraine sans penser qu'il y a une offre de négociation aujourd'hui de la part de Vladimir Poutine. Alors peut-être arrivons au fait lui-même, c'est-à-dire que ma conclusion c'est que la guerre va durer. Elle va durer longtemps. Elle va durer tant qu'il n'y a pas eu un rapport de force militaire qui aura été créé dans un sens ou dans un autre. Mais l'idée, pardonnez-moi, c'est justement que cette guerre ne dure pas trop longtemps. C'est quand même ça que les Occidentaux ont aujourd'hui en tête. Et donc, parce que si elle dure longtemps, elle revient à l'avantage de la Russie. Pour qu'elle ne dure pas longtemps, il faut aider massivement l'Ukraine. Car sinon, il va y avoir ce que l'on appelle un conflit gelé, c'est-à-dire qu'il va y avoir une situation où il n'y aura ni vainqueur ni vaincu, où les forces vont se stabiliser comme dans d'autres époques avec des tranchées. Et au bout d'un certain moment, il y aura l'acceptation de l'amputation du territoire ukrainien, ce qui est inacceptable pour les Ukrainiens et ce qui serait extrêmement dangereux pour notre propre sécurité et pour l'ordre international, parce que ça signifierait que la Russie, par l'acte qui a été le sien, c'est-à-dire l'invasion de l'Ukraine, a pu obtenir un avantage territorial. Bastien Auger. Est-ce qu'Emmanuel Macron a raison de commencer à penser à l'après, à la préparation de la paix, et dire qu'il faudra un jour donner des garanties de sécurité à la Russie ? Est-ce qu'il a raison de dire cela ? Non, les seules garanties de sécurité qu'il faut donner, c'est à l'Ukraine. Parce que dans une négociation, et je peux en témoigner avec Minsk en 2015, c'est l'Ukraine qui demandait des garanties pour qu'il n'y ait pas d'invasion. Parce qu'elle était toujours possible. Et la preuve, c'est qu'elle a eu lieu. Donc les garanties premières de sécurité, c'est à l'Ukraine qu'il faut les accorder. Ensuite, il y a sûrement vis-à-vis de la Russie, ce qui a toujours été la position de la France
avant même ce conflit, c'est-à-dire aussi bien Nicolas Sarkozy que moi-même, c'est que l'Ukraine ne doit pas rentrer dans l'OTAN. Car ça, ce serait pour les Russes, la partie russe, le fait majeur qui justifierait précisément leur intervention. Donc ne leur laissons pas ce prétexte. Vous évoquiez les accords de Minsk. Et, avec le recul, puisque c'était pendant votre quinquennat, est-ce qu'ils ont servi à quelque chose? Ils ont servi à faire pendant 8 ans un arrêt du conflit. Et ils ont servi aussi, ce n'était pas forcément leur but premier, mais à permettre aux forces ukrainiennes de s'organiser, de pouvoir être préparées à un éventuel conflit. Et si elles ont aussi bien résisté au moment de l'invasion, c'est précisément parce que du temps a été laissé. Je me souviens encore de Minsk parce que à ce moment-là, la partie russe, Poutine, donc, était dans un rapport de force qui lui était extrêmement favorable. Il voulait gagner du temps parce que chaque jour qui passait, c'était une partie du territoire ukrainien qui était dévorée. Et donc, tout l'avantage des accords de Minsk, ça a été d'arrêter ce processus et de permettre que l'Ukraine puisse retrouver à un moment une stabilité et les moyens d'assurer sa défense. Marion Morgue. Vous avez dit que pour vous, le conflit allait durer longtemps. C'est aussi une inquiétude des Français. Est-ce que vous diriez, comme Marine Le Pen et d'autres responsables politiques, qu'il y a les germes d'une troisième guerre mondiale dans ce conflit et qu'on va donc s'attendre à de nouvelles crises et pendant un temps très long? Non, je ne partage pas du tout cette thèse. C'est parce que précisément nous voulons éviter la troisième guerre mondiale que le conflit est localisé et qu'il concerne à la fois les forces ukrainiennes, appuyées sur le plan des armes, mais pas des hommes, par les Occidentaux, les Européens, les Américains, et de l'autre, la Russie qui fait toujours la menace du nucléaire, mais c'est bien que cette menace-là, si elle était à un moment brandie pour être utilisée, frapperait d'abord la Russie. Donc on est pour un moment, et à mon avis pour longtemps, dans un conflit localisé. Mais c'est un enjeu mondial, c'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est-à-dire qu'on peut être sur un conflit qui ne déborde pas, et je crois que c'est souhaitable, mais pour autant, la conclusion du conflit va avoir des conséquences mondiales. Si Poutine est défait, c'est-à-dire est obligé de se retirer de l'Ukraine, ça voudra dire pour tous les régimes autoritaires, la Chine, l'Iran et d'autres, qu'il n'est pas possible d'aller aussi loin. Si en revanche, il obtient même un gain territorial minime, ça veut dire, pour les mêmes régimes autoritaires, que la force peut l'emporter sur le droit. Sauf que cette analyse-là, ça veut dire l'Occident un peu contre le reste du monde. Alors c'est précisément ce qu'il faut éviter, puisque la diplomatie russe et chinoise est assez active, vous l'avez vu, et essaye de convaincre une partie du monde que finalement c'est un conflit qui n'intéresse pas les pays en développement ou les pays émergents, c'est un conflit de privilégiés. Et donc nous devons, vis-à-vis de l'Inde, vis-à-vis de l'Afrique du Sud, vis-à-vis de l'Afrique en général, vis-à-vis des pays d'Amérique latine, faire bien comprendre que ce qui se joue, c'est pas une affaire européenne ou une affaire occidentale. Ce qui se joue, c'est une rupture dans l'équilibre du monde. Bastien Auger. Volodymyr Zelensky dit nous avons besoin de vitesse. Sous-entendu, la France, les autres pays sont trop lents à livrer des armes. Est-ce que vous pensez aussi qu'on pourrait livrer plus d'armes et plus rapidement? Oui, lui, Zelensky, il est parfaitement au courant de ce qui se passe sur le terrain. C'est-à-dire, après avoir reculé, les forces russes mobilisent considérablement des personnels et ont des matériels de plus en plus nombreux à utiliser sur le champ de bataille, sans compter le groupe Wagner qui agit. Donc, pour Zelensky, plus tôt seront distribuées les aides qui sont promises, mieux l'organisation de la contre-offensive pourra s'organiser. Mais elles suffisent ou il en faut plus? Comme il le dit, il n'en faut pas forcément plus, mais il faut qu'elles arrivent. On a beaucoup parlé des chars, on parle maintenant des avions, mais ça ne doit pas être un vocabulaire. Ça ne doit pas être simplement des promesses qui sont faites. À un moment, il faut les mettre sur le champ de bataille. Mais pour les mettre sur le champ de bataille, il faut former les personnels. Et il faut aussi avoir des règles d'utilisation. Former les personnels, ça, je crois que c'est en train de se faire. Les règles d'utilisation, c'est éviter que ces armes puissent aller jusqu'au territoire russe. Justement, le ministre de la Défense n'exclut pas qu'on forme en France des pilotes ukrainiens. Pour vous, vous dites qu'il faut accélérer. La France est un peu trop timorée dans sa prise de décision là-dessus, sur ce point-là? Non, pas la France en particulier. Je pense que l'Europe a mis du temps. C'était pas si facile. Et qu'est-ce qu'on a découvert à l'occasion de ce conflit?
c'est que l'Europe de la défense n'existe pas vraiment. C'est que lorsqu'il faut fournir des chars aux Ukrainiens, il y a les Challenger britanniques, il y a les Léopards allemands, il y a les Leclerc français, il y a même des chars américains. Mais comment voulez-vous mener un conflit inoffensif pour les Ukrainiens si vous avez 4 chars différents? Donc il était très important de se dire que c'était les Léopards qui devaient être mis prioritairement sur le champ de bataille. Et puis on verra pour les avions. Mais ce qu'il faut maintenant avoir comme conclusion, c'est que l'Europe doit s'organiser pour sa défense et notamment avoir des matériels communs. Un char, un avion, des pièces d'artillerie. Justement, on en est loin. Et on en est loin. Donc là aussi, ne perdons pas de temps. Il n'y a pas que Zelensky qui dit qu'il faut aller vite. Nous-mêmes, nous devons aller vite et s'organiser en conséquence. Mais est-ce que vous croyez à l'Europe de la défense ou plutôt une part de l'OTAN qui finalement serait européenne, mais intégrée vraiment dans l'OTAN? C'est-à-dire qu'en clair, il ne s'agirait pas d'une armée européenne au sens vraiment... Oui. Non, l'Europe de la défense, elle est dans l'OTAN. Elle ne peut pas être à l'extérieur. Ceux qui disent qu'il faut quitter l'OTAN... Mais aujourd'hui, c'est un concept qui n'existe pas. Ceux qui disent qu'il faut quitter l'OTAN ne veulent pas d'Europe de la défense. Aucun autre pays. Peut-être que le nôtre serait prêt à se mettre dans une organisation qui aurait rompu avec l'Alliance Atlantique. Deuxièmement, est-ce que ça peut se faire à 27? Non. Il y a des pays, je ne vais pas les citer, mais enfin vous les connaissez, la Hongrie et d'autres, qui ne veulent pas être dans une Europe de la défense. Donc ça doit se faire à quelques pays. D'où l'importance du lien entre la France et l'Allemagne. Ça a un peu tardé là aussi à se manifester. Il faut que le chancelier et le président de la République aillent là beaucoup plus vite. Et je crois qu'il y a eu des progrès dans ce domaine. Parce que c'est de cette union entre la France et l'Allemagne que l'on pourra créer cette Europe de la défense, dans laquelle d'ailleurs le Royaume-Uni aura sa part. Elle peut être en dehors de l'Union européenne, mais elle est dans l'Europe de la défense. Mais de manière tout aussi pragmatique, l'autre enseignement de cette guerre pour l'instant, c'est que les ressources de l'armée française apparaissent comme très limitées. Vous, sous votre mandat, vous aviez réduit, je crois, les dépenses de l'armée. Est-ce qu'on a les moyens de donner des armes aux Ukrainiens et de faire baisser un stock qui apparaît déjà extrêmement faible? Non, moi je n'avais pas réduit les dépenses militaires, puisqu'à partir de 2015, on était face à une menace très sérieuse, notamment terroriste. Et nous avions aussi fait 2 interventions, l'une en Afrique de l'Ouest et l'autre en Syrie et en Irak. Mais c'est vrai que c'était des opérations extérieures qui appelaient des matériels un peu particuliers, des projections. Là, nous sommes sans doute dans la perspective de conflits, ce que disent les spécialistes, de haute intensité, c'est-à-dire où c'est le champ de bataille tel qu'on l'a connu. Est-ce que ça veut dire qu'il faut se lancer peut-être perdu dans ce type de fabrication? Non, ça veut dire que c'est pas à la France en particulier de faire plus d'efforts de défense. Elle va en faire d'ailleurs, puisqu'il y a eu des annonces. Il faut un quoi qu'il en coûte quand même pour ce budget-là. Quoi qu'il en coûte. Je crois que ça a déjà été annoncé, le quoi qu'il en coûte. Mais aller encore plus loin? Non, il faut le faire avec les Européens. C'est les Allemands qui ne dépensaient pas grand-chose pour leur défense. Ils en ont finalement accepté l'idée qu'il fallait constituer un fonds de 100 milliards. Il y a d'autres pays, mais nous, il y a une loi de programmation militaire qui a été annoncée, une augmentation d'1 tiers du budget de la défense. Je ne sais pas comment ça sera financé, mais je crois qu'effectivement, ça fait partie de ces obligations. On est dans une économie de guerre. Et dans une économie de guerre, si la Russie reste menaçante, si on ne sort pas de ce conflit dans ces prochains mois, alors il faut s'organiser en conséquence. Donc pour résumer, il faut creuser nos déficits pour faire face à l'effort de guerre ukrainien. Non, je ne pense pas qu'il faille creuser les déficits, ils sont suffisamment élevés. Mais il faut maintenir un effort de défense de l'ordre de 2% de la richesse nationale, ce qui est à peu près ce qui existe aujourd'hui, un peu plus sans doute. Mais là aussi, on y reviendra, savoir qui paye et comment nous organisons cette nouvelle défense à l'échelle de l'Europe. Je crois qu'il faut dire la vérité aux Français. Si on veut avoir une sécurité, il faut la payer. Et quand on dit aux Français, une partie croissante de vos impôts va aller dans la défense, dans l'investissement pour l'avenir, est-ce que ça veut dire que les Français doivent se dire aussi que peut-être il faut être prêt psychologiquement à un jour entrer en guerre nous-mêmes ou à devoir se défendre? Est-ce que c'est quelque chose qui existe? Alors, vous connaissez l'adage, c'est en préparant la guerre qu'on obtient la paix. C'est-à-dire qu'il faut montrer, je crois que la France l'a toujours fait, je rappelle qu'elle a la force de dissuasion, qu'elle a un équipement militaire assez perfectionné. Donc c'est en étant justement capable de montrer ses forces que l'on évite précisément qu'il puisse y avoir des attaques contre nous. Et je crois qu'une des faiblesses de l'Europe, c'est qu'elle a toujours pensé
que ce serait les États-Unis qui viendraient la sauver si elle était menacée ou attaquée, eh bien, même si là, aujourd'hui, Joe Biden fait tout ce qu'il peut, mais est-ce qu'on est sûr que dans 2 ans, un président d'une autre sensibilité n'aurait pas l'idée de se replier sur son continent et de laisser les Européens se défendre seuls? Eh bien, par rapport à cette perspective, il faut s'organiser. Je crois que ce conflit ukrainien, il a modifié beaucoup de choses dans nos vies, mais surtout dans nos décisions politiques. Première chose, l'Europe est apparue plus que jamais nécessaire. Bon, elle a été unie. Deuxième chose, il faut se rendre plus indépendant, en tout cas moins lié au gaz russe en particulier et aux énergies fossiles en général. Et troisièmement, il faut assurer sa sécurité. Voilà les 3 leçons du conflit ukrainien. Une première interpellation sur les réseaux sociaux, Marie-Pierre Haddad. Oui, on évoquait justement la question de l'avis des Français. L'avis s'est posé par rapport à Auchan. Il y a le chef de la diplomatie ukrainienne qui a déclaré il y a 2 jours sur Twitter que Auchan s'est transformé en une arme à part entière en faveur de l'agression russe. Il y a eu une enquête du Monde qui est sortie et qui explique que le distributeur français a participé à une collecte de produits qui est justement allé à l'armée de Vladimir Poutine. Est-ce que vous comprenez que des Français souhaitent boycotter les marques comme Auchan qui restent sur le territoire russe? Et est-ce que vous pensez que Auchan doit cesser toute activité en Russie? Auchan doit s'expliquer. Pourquoi rester en Russie alors que d'autres entreprises s'en sont retirées? Je crois qu'il y a des enjeux aussi d'emploi pour les Russes et pour aussi les Français. Et deuxièmement, doit s'expliquer. Autant peut rester en Russie pour faire la distribution, autant si c'était pour fournir des moyens alimentaires et peut-être d'autres produits à l'armée russe, ce serait extrêmement grave. Donc on doit tout savoir de cette affaire et les Français auront à juger si Auchan a commis l'irréparable. Marion Morgue. Justement, depuis le début du conflit, les Français ont massivement soutenu les Ukrainiens. Est-ce que vous craignez aujourd'hui qu'ils puissent cesser ce soutien, qu'ils puissent avoir l'impression que ça dure trop longtemps, aussi pour leur quotidien? Alors ça, c'est le calcul de Poutine. Vous disiez que je le connaissais, je l'ai perdu de vue depuis un certain temps, mais je sais comment il réfléchit. La différence entre un dictateur et un démocrate, c'est que le dictateur pense qu'il est là pour toujours. Le démocrate, ça s'est vérifié, n'est pas là pour tout le temps. Donc le dictateur sait qu'il a le temps pour lui, ou il croit avoir le temps pour lui. Donc il se dit que le conflit dure n'est pas un problème. Parce qu'à un moment ou un autre, il peut y avoir un changement de président aux États-Unis, et il peut y avoir une lassitude de la part de l'opinion publique. Il y a d'autres sujets de préoccupation. On en a quand même dans nos pays respectifs, soit par des mouvements sociaux, soit par des difficultés économiques. Donc son calcul, c'est de penser que d'ici 6 mois, 1 an, il y aura un oubli de ce qui se passe en Ukraine et non pas une forme d'indifférence, mais une espèce de calcul. Vous pensez que les Français tiendront bon? Qui serait, écoutez, tant pis, on laisse la Russie prendre un bout du territoire ukrainien et puis on va à la négociation, si je puis dire, quoi qu'il en coûte. Et ce risque n'existe pas pour vous? Si, ce risque existe, c'est pour ça qu'il est très important de soutenir toujours l'opinion publique dans ce qu'elle a de plus positif, c'est-à-dire qu'elle voit les massacres, elle voit les bombardements, elle voit un pays ravagé par la guerre. Et elle doit se dire, la France, que ce qui est arrivé à l'Ukraine peut arriver demain à d'autres pays. Bastien Auger. Emmanuel Macron a rappelé à Munich que la Russie était face à une alliance atlantique nucléaire. Est-ce qu'il faut en parler de cette dissuasion nucléaire ou est-ce que moins on en parle, plus c'est efficace? À un moment, c'était Vladimir Poutine qui en parlait, pour nous faire peur, justement, pour nous impressionner, en disant « mais si ça va trop loin, on ne sait jamais, j'ai l'arme nucléaire à ma disposition ». Je pense qu'il faut rappeler qu'elle existe. Sinon, pourquoi dépenser autant pour sa modernisation? Enfin, moins on en parle, mieux on se porte. Mais justement, oui. il y a un an, vous aviez dit que Vladimir Poutine ne ferait pas l'usage de cette arme nucléaire. Est-ce que vous n'avez pas parlé trop vite? Est-ce que finalement, il n'est pas prêt à tout et il faut laisser toutes les options sur la table? Non, je pense que Vladimir Poutine est un être qui a une pensée qui n'est pas la nôtre. Il veut rétablir l'Empire russe, il veut reconstituer l'Union soviétique, il utilisera la force puisqu'il a pensé que nous étions faibles et que les Ukrainiens étaient incapables de résister, mais il a aussi une lucidité. Il sait que, par exemple, s'il devait utiliser par aventure une arme nucléaire, il y aurait une riposte
de même ordre sur son territoire. Et ça, il sait qu'il ne peut pas prendre ce risque. Vous avez évoqué, à juste raison, la position des pays émergents ou des pays du Sud. Ces pays du Sud, face à l'utilisation d'une arme nucléaire, seraient totalement hostiles à celui qui l'aurait utilisé. Donc concrètement, pour vous, il n'y aura pas d'escalade nucléaire enfin, Non. Non. Il ne peut pas y avoir d'escalade nucléaire, mais il peut y avoir une escalade classique, ça suffit déjà. Vous avez vu combien la Russie mobilise 100 000, 200 000, 300 000 soldats, combien les matériels sont de plus en plus sophistiqués. Donc ça, cette escalade-là, oui, elle existe. Et nous y participons, puisque nous fournissons des armes, mais le nucléaire, non. Mais puisqu'on en parle, ça fait partie de la stratégie de communication de Poutine. Nous faire peur, nous impressionner, nous dire, finalement, à quoi bon? Laissez tomber, faites en sorte que l'Ukraine puisse un jour adhérer à l'Union européenne, mais pas toute l'Ukraine. Et laissez-nous faire sur la partie qui nous intéresse. Mais si nous cédions à cette tentation, eh bien, ce serait d'abord un avantage considérable qui serait donné à Vladimir Poutine. Et deuxièmement, ce serait là l'escalade, parce que demain, il y aurait d'autres tentations, et ça, Zelensky l'explique très bien. Les Ukrainiens ne défendent pas simplement le territoire ukrainien, ils défendent aussi une conception des relations internationales. Marie-Pierre Haddad. Oui, cette guerre est très documentée sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de vidéos et de témoignages de ce qui se passe en Ukraine. Les États-Unis, eux, accusent la Russie de crimes contre l'humanité. C'est une première. Est-ce que vous reprenez aussi ces propos? Les crimes de guerre sont avérés. Et les crimes contre l'humanité qui ont pour conséquence d'être justement imprescriptibles permettront demain ou après-demain, après la guerre, qu'il y ait des procès. Est-ce que Vladimir Poutine doit être justement... Alors, si vous dites à Vladimir Poutine que s'il arrête le conflit et qu'il va à la négociation, il va passer devant un tribunal, je ne suis pas sûr que ça le mettrait dans les meilleures dispositions. Mais tous les généraux qui sont autour de lui, tout son entourage, sont effectivement sous la menace. Et à ce propos d'ailleurs, toutes les options autres que Vladimir Poutine au sein du système actuel me paraissent pires. C'est Emmanuel Macron qui a confié cela. Vous êtes d'accord avec ça d'abord ? Moi, je pense qu'il y a une unité dans le système de Vladimir Poutine. Il a acheté tout le monde. Il a mis sous sa férule tout son entourage. Et donc, il n'y a pas de dissension. Il peut y avoir, du côté des militaires, peut-être des doutes, mais du côté du système politique qui lui est lié, Vladimir Poutine est le seul maître. Et c'est Vladimir Poutine qui a commis l'irréparable, j'évoquais. L'irréparable, c'est-à-dire une invasion, de bombarder, de commettre des crimes. Et donc c'est Vladimir Poutine. Alors, est-ce qu'il y a pire que Vladimir Poutine ? Ouais. Ça, c'est possible. Mais d'abord, c'est Vladimir Poutine le coupable, l'agresseur. Et je pense que dans ce conflit, il ne faut pas essayer de faire de la politique à la place des Russes. On verra bien ce qui se passera. Il faut d'abord permettre aux Ukrainiens de retrouver la souveraineté et l'intégrité de leur territoire. Mais ce que vous dites quand même, c'est donc que la paix sera avec Poutine. Enfin, il n'y a pas de... tant que le système propose Vladimir Poutine comme chef d'État, je ne vois pas comment on peut faire autrement. Bastien Auger. Si l'on essaie de tirer quelques leçons du passé, vous étiez au pouvoir lors de l'annexion de la Crimée, vous avez participé à l'élaboration des accords de Minsk, on en parlait tout à l'heure. Beaucoup considèrent que c'est un échec, qui n'ont pas été respectés. Est-ce que vous avez été naïf à l'époque, et quelles leçons on peut en tirer pour que cela ne se reproduise pas si demain il faut négocier des accords de paix? Je pense que la communauté internationale a été faible lorsque il y a eu d'abord la non-intervention en Syrie, après l'utilisation des armes chimiques par Bachar el-Assad. Et le fait que Obama n'ait pas voulu me suivre dans une opération punitive a été interprété par Vladimir Poutine comme un libre accès à d'autres conflits, à commencer d'abord par celui de la Syrie, et puis ensuite de l'Ukraine. Quand il y a eu la première guerre en Ukraine, c'est-à-dire la prise de la Crimée et l'occupation du Donbass, pour beaucoup d'Européens, d'Occidentaux, c'était des sanctions qui devaient être prononcées et pas d'action militaire massive. Peut-être aussi parce qu'il n'y avait pas les moyens de l'assurer. Donc les accords de Minsk étaient absolument nécessaires pour arrêter l'offensive
russe et pour permettre justement à l'Ukraine de retrouver une certaine stabilité. Mais quand vous dites ça, pardon, ça veut dire qu'à l'époque, quand vous approuvez, vous soutenez ces accords, Mais je au ne les ai fond pas de vous, approuvés, je les ai négociés. voilà, et vous pensez au fond de vous que ça ne suffira pas à long terme à empêcher la guerre. C'était une Ah non, non, du temps. on pensait que ça devait être une des solutions pour que la guerre ne se produise pas. La solution, c'était que l'Ukraine retrouve son intégrité territoriale, ce qui était prévu par les accords de Minsk, et qu'il y ait une autonomie qui soit donnée aux régions de l'Est, ce qui était la demande des Russes. Nous souhaitions, et ça a été des heures et des heures après Minsk, que cet accord soit mis en œuvre. Il n'a pas été parce que Vladimir Poutine ne le souhaitait pas, parce qu'une partie des Ukrainiens n'était pas non plus désireux de le mettre pleinement en œuvre. Et donc on a été dans cette situation. Mais personne n'avait à ce moment-là pensé que ce serait un prétexte pour la guerre. Pourquoi Poutine déclare-t-il la guerre il y a un an? Il déclare la guerre parce qu'il pense toujours que nous sommes faibles. Il a maintenant l'exemple de l'Afghanistan où les Américains se sont retirés et le régime taliban s'est de nouveau installé. Il voit les Européens divisés et il pense que les Ukrainiens ne pourront pas résister. Là, il s'est trompé. C'est-à-dire qu'il n'avait pas imaginé la guerre quand il fait les accords de Minsk. Il l'a fait parce qu'il a eu conscience qu'il pouvait être dans un rapport de force supérieur. Et là, il s'est trompé. Il s'est trompé parce qu'il a surestimé ses armées, sous-estimé les Ukrainiens et pensé que l'Europe et les États-Unis ne Est-ce que Marion vous aussi vous êtes Marion trompé? pardon. Est-ce que vous avez été un petit peu naïf à ce moment-là, collectivement? Quand Au moment de ces accords de Minsk? Mais non, parce que si nous n'avions pas fait les accords de Minsk, il est clair que le conflit se serait une fois encore noué et qu'il y aurait eu la guerre, à ce moment dans des conditions beaucoup plus périlleuses Marion pour les Morgan. Ukrainiens. Justement, là, vous nous expliquez qu'on avait des expériences, des enseignements, qu'on connaissait le logiciel, si je puis dire, de Vladimir Poutine. Est-ce que vous trouvez qu'Emmanuel Macron a trop tardé à réagir à cette guerre alors qu'on savait comment allait fonctionner la Russie? D'abord, bien audacieux aurait été celui qui aurait dit forcément il va y avoir une intervention russe. Il y avait des conditions. Non, mais une fois qu'elle avait été Une fois que la déclenchée, guerre a été engagée par la Russie, est-ce qu'il aurait fallu aller beaucoup plus avaient vite? pensé, peut-être Emmanuel Macron aussi, que ça serait une guerre courte et qu'à ce moment-là, il fallait assez rapidement proposer une négociation. Enfin, au bout de quelques semaines, il était clair que Vladimir Poutine ne voulait pas s'arrêter là. Donc pour vous, il s'est enferré dans cette idée? Non, enfin, moi, je suis pas venu pour critiquer mon successeur, parce que c'est toujours extrêmement préjudiciable pour la France. Je crois qu'il a espéré, avant la guerre, que Vladimir Poutine entendrait raison. Il a été trompé par les mensonges de Poutine. Et une fois la guerre engagée, il a espéré qu'elle pourrait déboucher sur une négociation parce que ce serait l'intérêt de tous. Et là, Vladimir Poutine n'a pas laissé grande place pour la négociation. Et encore aujourd'hui, il ne fait aucune offre parce qu'il va essayer de geler le conflit et puis attendre, nous lasser, nous impressionner, nous faire peur et espérer qu'à un moment de guerre lasse, c'est le cas de le dire, de guerre lasse, nous laisserons faire. François Hollande, la seconde partie de cette série dans quelques instants où nous parlerons notamment de la réforme des retraites, du spectacle à l'Assemblée, mais aussi de vos choix sur le nucléaire lors de votre quinquennat. À tout de suite.